Coucou. Cette disparition a choqué toute l'Europe et le monde entier. Madeleine McCann, fillette britannique âgée de 4 ans, a disparu durant la soirée du jeudi 3 mai 2007 à Praia da Luz, en Algarve, en Portugal. Elle était en vacances avec sa famille et cette disparition a donné lieu à une importante couverture médiatique. Madeleine Beth McCann, surnommée Maddie, est née le 12 mai 2003 à Launceston, au Royaume-Uni. Elle est la fille d'un couple de médecins, Kate McCann et Gary McCann. Le 28 avril 2007, sa famille et des amis sont arrivés au Portugal pour une semaine de vacances. Ils séjournaient dans des appartements du complexe hôtelier Ocean Club de Praia da Luz. L'appartement 5A, situé au rez-de-chaussée, l'appartement donnait directement sur la rue. En fait, là-bas, à Ocean Club, tu peux louer des appartements ou même des villas. C'est une ville de station balnéaire. Tout se passe bien les premiers jours. La famille va à la piscine, les petits vont à la piscine, vont dans les clubs pour enfants, vraiment des vacances. Les parents, ils avaient l'habitude tous les soirs à 20h30 de se rejoindre au restaurant situé à quelques mètres de l'appartement 5A pour manger. À 20h30, c'était leur moment à eux, manger entre potes, rigoler, etc. Et en fait, ils faisaient des tours toutes les 30 minutes où ils allaient voir leur enfant, si tout se passait bien. Et ce jeudi 3 mai 2007, comme d'habitude, ils ont passé une bonne journée à la plage, à la piscine, sur un bateau, etc. Ce qu'ils vont faire, les parents, c'est qu'ils vont mettre les jumeaux et Maddie au lit. Et à 20h30, ils vont rejoindre leurs amis au restaurant, comme d'hab. Et manger. Enfin, un petit repas entre potes pour se défouler, boire un peu, etc. Voilà quoi. À 21h05, le père de Maddie va d'abord, ça sera lui en premier qui va aller dans l'appartement. Il va pas rentrer par la porte principale, il va rentrer par derrière. Il passe par derrière le portail, a accès à une terrasse et à un escalier. Et en fait, il va rentrer derrière l'appartement. Et en gros, c'est un rideau. Tu peux juste le fermer via l'intérieur. Du coup, ce qu'il faisait, c'est qu'il l'ouvrait, il allait vérifier les gosses, il repassait derrière, il refermait comme ça en fait. C'était ouvert tout le temps. Tout le monde pouvait rentrer et sortir sans problème, tant que personne l'a fermé de l'intérieur. En fait. Il a vérifié ses enfants dormaient paisiblement, rien de ouf. Comme en gros à 21h25, il y a la mère qui dit bah je vais aller regarder, je vais aller vérifier. Et son ami, Matt, qui décide d'y aller à sa place parce qu'il va aller voir aussi ses enfants. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il va voir son enfant et après, il va voir les enfants de Gary et de Kate. Pourquoi il a voulu aller voir les enfants de Kate et Barry? Parce qu'en fait, il séjournait à l'appartement 5B. Et l'autre famille séjournait à l'appartement 5A. Il était juste à côté et du coup, il s'est dit vas-y, pierre deux coups, je vais voir mes enfants et je vais voir les enfants de Kate. Il témoigne qu'il est rentré dans l'appartement mais il n'est pas rentré dans la chambre. Voilà. Il dira j'ai vu la porte, elle était entrouverte mais j'ai vu de la lumière. Je pensais que les enfants sont réveillés ou un truc comme ça. Pour moi, il y avait rien de bizarre. Peut-être que la petite ou un des gosses était réveillé et puis ben quand il a entendu le bruit, il s'est dépêché pour se recoucher, etc. Juste ça. Du coup, pour lui, il y a rien. Il retourne avec ses potes et la soirée se déroule normalement. Vers 22h, c'était à Kate d'aller voir ses enfants. Elle va rentrer dans l'appartement de la même façon que son mari. Du coup, par derrière. Ah oui, j'ai oublié. Et aussi son mari, quand il a été voir les enfants, il a vu que la porte était grande ouverte alors qu'ils avaient laissé la porte entrouverte. Ils les avaient laissé un petit espace, mais elle était pas grande ouverte. Il s'est dit peut-être que c'est Maddie, elle s'est levée, je sais pas pourquoi faire. Enfin, elle s'est levée, peut-être elle est partie aux toilettes, etc. Mais rien de ouf. Du coup, il a refermé la porte comme avant et puis après, elle rentre dans l'appartement et elle s'étonne qu'il y a de la lumière dans la chambre. Elle se dit, mais il dorme pas, comment ça se fait, etc. C'est bizarre. Et en fait, il y a une porte qui claque. Comme s'il y avait un courant d'air, comme s'il y avait une fenêtre qui était ouverte. Elle vérifie toutes les fenêtres, etc. Aucune fenêtre est ouverte. Elle s'est dit, oh,
peut-être c'est moi en rentrant, j'ai fait un courant d'air et ça a fait claquer la porte. Et en rentrant dans la chambre des enfants, elle voit que la fenêtre de la chambre est grande ouverte, les volets, la fenêtre, et elle découvre que Maddie n'est pas dans son lit. Il y a son doudou, sa couette, mais pas elle. Mais que les petits dorment paisiblement, comme si rien n'était passé en fait. Pris de panique. Elle commence à s'inquiéter, etc. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fouille dans tout l'appartement, mais rien. Pas Maddie, rien du tout. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle laisse les gosses dormir dans le lit au parapluie. Elle va en courant vers le restaurant en criant « Ils ont kidnappé ma fille! Ma fille a disparu! Ils l'ont pris! Ils l'ont pris! Ils l'ont pris! » Du coup, tout le monde panique. Il y a une soixantaine de personnes, des vacanciers ou des personnes qui travaillent à l'hôtel, qui vont faire des recherches dans toute la résidence. Et c'est que après avoir fait ça qu'elle appelle le 112. Et le 112, c'est le numéro commun de l'Union européenne. Vers 23h30, les membres de la Guardia Nacional Republica, c'est la gendarmerie, arrivent. Minuit, c'est la police judiciaire de Portimao. Vers 2h du matin, il y a des chiens qui arrivent et qui inspectent partout. À 8h du matin, c'est-à-dire le lendemain de la disparition, une vaste opération de recherche est lancée. Il faut savoir que les premières heures de disparition chez un enfant, c'est crucial. Vraiment. Très très crucial. Mais malheureusement, vous allez voir sur et à mesure de la vidéo, ils ont commis beaucoup d'erreurs. Que ce soit la police ou les parents, bien sûr. L'appartement est on dirait, il s'est fait cambrioler l'appartement, tellement c'était le bordel. Je pense qu'en fouillant, on fait le bordel, du coup, c'était comme s'il y avait quelqu'un qui avait cambriolé l'appartement. Et l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont sécurisé l'appartement. Parce que là, il y avait plein de personnes qui sont venues, qui sont rentrées dans la maison, qui sont ressorties. Du coup, ils ont contaminé la scène de crime, quoi. Et même dehors, beaucoup de personnes rôdent autour de la maison. Et ils ont pas sécurisé aussi autour de la maison. Ils ont marché sur les mêmes pas que le criminel, etc. Tout ça aussi, c'était une grosse erreur de la part de la police et des parents de pas avoir sécurisé les alentours de la maison et l'appartement. Pas retourner en arrière, etc. C'est fait, c'est fait. Hein. À 22h, elle a vu qu'elle avait disparu. Là, on est le lendemain. Ça fait moins de 8 heures qu'elle a disparu, mais aucune police frontière et la police maritime n'a été contactée avec le visage de la petite. Parce que en vrai, si le kidnappeur a pris la petite, il s'est barré dans un autre pays. En Europe, t'as des frontières, mais c'est pas contrôlé comme si tu vas aux États-Unis, au Japon ou en Corée du Sud, tu vois. Tu peux aller en voiture comme ça et ils te contrôlent pas. Aucune de ces polices a été interpellée avec le visage de la petite pour leur dire qu'il y a une petite qui a été kidnappée. Voilà. Ouais. Tenez ce visage-là, si vous voyez une petite qui la ressemble, arrêtez la voiture, etc. C'est peut-être elle, mais rien du tout. C'est que vers 10h qu'ils ont commencé à appeler la police frontière maritime et frontière routière pour dire oui, voilà quoi, une fille qui a disparu, nanana. Vraiment, c'est incroyable. Après, au Portugal, le problème, c'est que c'est pas comme en Angleterre ou en France. Une disparition n'est pas considérée comme un crime. Une disparition inquiétante n'existe pas au Portugal. Du coup, la police ne déploie pas tous les moyens pour retrouver quelqu'un. Et la police ne va même pas. Ça aussi, quand j'ai vu ça, je me suis dit pourquoi vous êtes bête comme ça? On va même pas demander les vidéos de surveillance de l'autoroute qui mène à l'Espagne. Vraiment, on aurait pu peut-être trouver la petite comme ça, mais non. Non. Vendredi 4 mai 2007, Gary et Kate se rendent dans les locaux du PJ pour déposer une déclaration à l'inspecteur Conzola Amaral. C'est un homme qui est expérimenté avec plus de 30 ans dans les affaires criminelles et la lutte contre le trafic de drogue. Il est considéré comme un bon enquêteur. La police portugaise qui se charge de cette enquête, c'est pas la police britannique parce que la disparition a eu lieu au Portugal. Du coup, c'est la police portugaise qui fait les recherches. Dès le départ, la communication était super compliquée entre les parents et l'enquêteur parce que les Portugais, l'enquêteur, eux sont anglais, eux ne savent pas parler portugais et lui ne sait pas trop
trop parler anglais. La communication était très froide, très distante. C'était très compliqué pour les deux côtés de se parler. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller regarder dans les courants d'eau, les puits, les grottes, les égouts, les ruines, autour de la ville, mais rien. Madeleine Mannequin s'est volatilisée. À Praia da Luz, tout le monde est au courant. Et il y a même des photos de la petite partout. Une petite fille blonde aux yeux bleus, vert a disparu. Ses parents expliquent que Maddie a deux particularités physiques qui différencient des autres enfants. Une petite tache brune sur le mollet gauche et une bande sombre dans l'iris de son œil droit. Ces détails vont même devenir le symbole de l'affaire, ce qui énerve un peu les enquêteurs. Ce qu'ils vont faire, la famille, c'est qu'ils vont directement parler aux journalistes. Et pour les enquêteurs, c'est une erreur stratégique. Car le ravisseur peut s'énerver ou même peut paniquer et assassiner la petite. Débarrasser, bien sûr. Du coup, leur manière de faire aux parents, les enquêteurs n'aiment pas trop. Parce que eux, ce qu'ils veulent faire, c'est enquêter discrètement. Mais la famille fait en sorte que l'affaire soit médiatisée dans le monde entier pour que tout le monde puisse chercher la petite. En moins de 24 heures, les journalistes anglais affluent à Praia da Luz et les parents, le même soir que la disparition, le même soir, vont organiser une conférence de presse et lancent un appel au public. Si toute personne ont des informations sur la petite, sur la disparition, surtout qui doivent se manifester. Ils vont même s'adresser aux ravisseurs en leur suppliant, s'il te plaît, rends-moi ma fille. On veut rien d'autre, on te laisse en liberté si tu veux, mais rends-nous notre fille. Pour les enquêteurs, c'est une grosse erreur. C'est à ce moment-là que les parents décident de médiatiser leur drame et font un appel à la mobilisation internationale. Ils veulent que le visage de leur fille qui circule dans le monde entier, que ce soit les réseaux sociaux, le journal, dans les boutiques, partout. Ils veulent augmenter leurs chances de retrouver leur petite fille. Parmi les habitants, il y a un homme qui se nomme Robert Muran, un anglo-portugais de 34 ans au moment des faits, et il va énormément aider à faire le traducteur entre les enquêteurs et la famille, parce que il est portugais anglais, du coup il sait parler les deux langues. Cet homme est un agent immobilier et il vit à 150 mètres de l'appartement. Cette histoire l'a beaucoup touché car il a une fille du même âge que Maddie et il se sent profondément concerné. Ils vont accueillir un témoignage de une de leurs amies, Jeanne Donner. Le soir de la disparition, elle quitte le restaurant à peu près vers 21h pour aller vérifier sa propre fille. Et vers 21h15, elle affirme avoir vu un homme traverser un carrefour proche de l'appartement 5A, portant un enfant dans ses bras. L'enfant portait selon elle un pyjama rose pâle et il y aura même un croquis de lui, alors qu'elle n'a pas vu le visage. Ça, c'est vraiment débile de la part des enquêteurs, mais bon. Ils ont fait un croquis de lui, sans visage, juste ses cheveux. Voilà. Elle le décrit comme un homme blanc, cheveux noirs, environ 1m70 d'apparence méditerranéenne, âgé entre 35 et 40 ans. Il était habillé d'un pantalon clair et d'une veste sombre, mais l'affaire est médiatisée dans l'international. Tous les journalistes de chaque pays sont au Portugal pour poursuivre l'affaire. Les parents, comme ils avaient loué pendant une semaine un appartement et je pense qu'ils voulaient pas retourner dans l'appartement et ils veulent rester au Portugal tant que l'enquête est en cours. Qu'est-ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont louer une villa dans le même secteur, mais un petit peu plus loin, en retrait de tout le monde, etc. Parce qu'ils voulaient être à l'abri des personnes. Ils en avaient marre que tout le monde derrière eux, ils pouvaient rien faire sans que les journalistes capturent leurs faits et gestes. Du coup, ils ont pris une villa dans le même secteur, mais et au fur et à mesure des recherches, 150 policiers supplémentaires sont déployés et ils ont fouillé les appartements et les voitures, mais ils ont rien trouvé. Mais un témoignage va retenir l'attention des enquêteurs. Le 26 mai 2007, Martin et Mary Smith, un couple irlandais en vacances
déclare avoir vu un homme sur de la disparition portant une fille endormie dans la rue vers 22h. Mesurant entre 1m75 et 1m80, paraissait mal à l'aise d'avoir cet enfant-là dans ses bras. Et la moitié de ce témoignage va être publié, va être rendu public. Parlons de la police. La police va poursuivre leur recherche, mais malheureusement, ils subissent beaucoup de critiques des journalistes et expriment leur mécontentement, silence des policiers. Ils disent rien et qu'ils sont au courant de rien, mais au Portugal, ça se passe comme ça. Au Portugal, ils imposent le secret de l'instruction pour les polices. Ce silence, c'est que la police ne fait rien. Du coup, ils sont beaucoup critiqués. Il y aura une première piste d'enlèvement. Un homme va attirer leur attention, c'est ce fameux Robert Mural, le mec que je vous ai parlé tout à l'heure. C'est bizarre qu'un inconnu, qui connaissent pas la famille, veulent donner de l'aide. D'où un homme, vous voyez. Comme c'est un homme divorcé, il a une fille qui ressemble à Maddie. Sa maison se trouve dans la direction où Janet avait vu un homme. Beaucoup de personnes trouvent que c'est une coïncidence. Même la famille se méfie un peu de lui. Les amis de la famille affirment l'avoir vu rôder autour de la maison. Il devient le premier suspect. Les enquêteurs le surveillent, puis l'interrogent longuement. Il clame son innocence, et les enquêteurs placent officiellement comme premier suspect. Plusieurs facteurs ont joué contre lui. Il est à moitié britannique, donc pas totalement intégré aux yeux de certains Portugais. Son métier d'agence immobilier nourrit également les rumeurs, et à partir du 15 mai 2007, la maison de Robert est perquisitionnée de fond en comble. La police saisit ses ordinateurs, ses téléphones, sa voiture, mais rien du tout. Il a même un alibi, il affirme avoir passé la soirée de la disparition avec sa mère. Mais un autre homme que son entourage sera interrogé, Sergei Malika, un Russe de 22 ans, informaticien installé au Portugal avec sa famille, travaille alors sur le site immobilier de Murat, officiellement, et leur relation était uniquement professionnelle, mais la police le soupçonne d'être complice. Son appartement est perquisitionné, plusieurs ordinateurs sont pris, il est même auditionné. Même sous la pression, le jeune homme, il nie qu'il est dans cette application-là. Mais un élément va poser beaucoup de questions à la police. Ils sont appelés vers 23h30. Il dira que c'est peut-être que son téléphone a appelé le mec sans faire exprès, parce que lui se souvient pas d'avoir appelé. Il dira qu'il était peut-être son téléphone, il était dans sa poche du pantalon et que sans faire exprès, ça l'a appelé tout seul. Mais il nie d'avoir appelé ce mec, Robert, à 23h30. Il se souvient pas. Mais malheureusement, la presse britannique va faire une chose qui est nulle. Parce qu'ils vont parler de cette affaire-là et ils vont même publier des titres qui s'acharnent sur lui, des titres très choquants, s'acharner contre lui, et ils vont dire que c'est un prédateur sexuel, que c'est un trafiquant d'organes. Vraiment, lui va se faire harceler. Pour eux, il est coupable. Même des rumeurs comme quoi ils avaient trouvé des contenus compromettants dans les ordinateurs, mais il dira que lui est informaticien. Il réparait juste les ordinateurs de ses clients. La moitié des ordinateurs ne sont pas à lui, sont à ses clients. Mais bon, pour les journalistes, c'est un meurtrier. En mars 2008, sa voiture va être incendiée avec le mot Fireparle. Il reste quand même officiellement le suspect numéro 1. Du coup, il sera arrêté. Mais il sera pas incarcéré. Il sera juste lui dire tu restes au Portugal et si on t'appelle, tu viens direct. Au même moment, la famille ont cherché à mobiliser toute la presse britannique, internationale. Et en fait, la famille va passer dans toutes les télés possibles. Consacrer même des vidéos YouTube, etc. Le premier ministre Gordon Brown suit l'affaire et l'ambassadeur de la Grande-Bretagne est même allé sur place. Les parents vont même dire on assume notre stratégie. Pour nous, c'est la bonne. C'est comme ça qu'on va retrouver notre petite fille. Ils ont même créé une spéciale, le Madeleine Fund, et ils vont récolter 1,8 million de livres sterling. Il y aura même des célébrités qui vont s'engager publiquement comme Richard Stone, le patron de Virgin, J.K. Rowling, l'auteur des Harry Potter, et ils vont même entreprendre des tournées européennes qui mènent aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, au Maroc et à Rome. Ils sont même reçus
par le pape Benoît. Jamais une affaire avait fait autant de mobilisation internationale. Et pour les inspecteurs, c'est pas bon du tout que l'affaire soit autant fusée à l'international. Cette hypermédiatisation est contre-productive. Elle complique l'enquête et attire les témoignages douteux, génère des rumeurs infondées et les place sous une pression insoutenable. Ils sont souvent sollicités par les journalistes et ils sont obligés de justifier leur silence, leur disant que c'est imposé par la procédure judiciaire. On peut pas vous dire ce qui se passe. Ça se passe pas comme ça chez nous. On a l'interdiction de vous dire quoi que ce soit. Un mois après la disparition de Madeleine, rien ne bouge. Ils ont vraiment rien trouvé. Les médias britanniques sont impatients et n'hésitent pas à critiquer ouvertement la police portugaise, en particulier l'inspecteur. Beaucoup de Britanniques disent que le Portugal est un pays du tiers-monde parce que l'enquête n'avance pas. Ouais. Et d'autres personnes critiquent la famille comme quoi c'est des personnes froides, distantes, non souriants, pas tristes. Ils disent que Kate n'a pas versé une seule larme depuis le début de la disparition de sa fille. Et ils disent que Jerry, je ne sais plus son prénom, est froid comme personne, très distant. Ils disent qu'ils sont manipulateurs et reprochent aux parents qu'ils ont fait une preuve de négligence, laissant leur enfant seul la nuit parce qu'ils voulaient boire des verres entre potes. Alors que le complexe disposait d'une crèche nocturne. La première piste n'a rien donné, alors ils vont passer à la deuxième piste, la piste familiale. J'ai dit que c'est normal de explorer la piste familiale. Parce que comme vous savez, en général, quand un enfant disparaît, un enfant meurt, c'est en général la famille. C'est soit le père ou la mère, le cousin, le frère a tué l'enfant et l'a fait disparaître en fait. Ils vont d'abord s'interroger sur le rôle de la famille. Certaines personnes disent que le fait d'avoir médiatisé cette affaire-là, c'est une mise en scène pour pas que les gens ils disent que c'est leur faute à eux, c'est eux qui l'ont tué, etc. Et aussi leurs déclarations sont incohérentes. Ils diront qu'ils pouvaient voir leur appartement depuis le restaurant, mais c'est faux. La visibilité était réduite, ils voyaient pas correctement l'appartement. La déclaration de Jerry, le 4 mai, il dit qu'il est rentré par la porte d'entrée, verrouillée, donnant à la rue, mais le 10 mai, il déclare le contraire, qu'il était passé par la porte-fenêtre non verrouillée, côté piscine. Deux versions, deux contradictoires. Les cris de Kate. Quand elle découvre qu'il a pu sa fille, elle va directement crier devant tout le monde qu'ils l'ont prise. Pour les policiers, c'est très étrange. Pourquoi évoquer un enlèvement et non une simple disparition? Et en plus, elle aurait aussitôt couru prévenir ses amis au restaurant en laissant ses jumeaux seuls dans l'appartement. Parlons des jumeaux. Ils n'ont rien entendu de toute la nuit. Ils dormaient profondément 6 heures après la disparition de la petite, malgré les vingtaines de personnes qui sont entrées et sorties de l'appartement. Volet roulant. Kate affirme que la fenêtre et le volet de la chambre de Madeleine étaient fermés au moment du coucher, puis ouverts quand elle a constaté la disparition. Mais pourtant, dès que le PJ est arrivé, ils ont observé que tout était fermé. Jerry déclare alors l'avoir lui-même baissé le volet après qu'ils ont découvert qu'il pouvait être relevé de l'extérieur. Or, c'est impossible. Ce type de volet ne peut pas s'ouvrir que à l'extérieur, avec une sangle, et aucun signe d'effraction n'a été trouvé. Trop de choses qui sont incohérentes. Trop de choses ne vont pas dans cette enquête. Ils affirment avoir vérifié les enfants toutes les 20 minutes. D'autres disent 30 minutes, voire une fois par heure. Certains disent qu'ils sont rentrés dans la chambre et d'autres non. La version change au fur et à mesure des auditions et en doute leur bonne foi. Un article va sortir comme quoi ils évoquent une rumeur de relation entre les couples, l'hypothèse de sédatifs donnés aux enfants pour les endormir et même la possibilité que Maddie soit mort d'une overdose accidentelle. Selon cette théorie, la famille et les amis auraient pu alors conclure un pacte de silence pour couvrir le drame. C'est juste une hypothèse, rien de sûr, mais c'est un détail. Les jumeaux ont-ils un sommeil très profond ou ils ont été sédatifiés? Mais malheureusement avec tout ça, ils ont aucune preuve que les parents ont pu faire tout ça. Du coup, ce qu'ils vont faire, ils vont mettre ça de côté
et ils vont continuer d'agiter sur la piste d'enlèvement. Mais malheureusement, la presse locale diront que c'est pas quelqu'un qui l'a enlevé, c'est les parents qui l'ont tué. Qui sont débarrassés du corps et qui ont fait en sorte que ce soit une piste d'enlèvement. La police britannique voyait leurs meilleurs chiens qui sont spécialisés sur les odeurs de sang et sur les odeurs de cadavres. Les deux chiens ont déjà fait leurs preuves, ils ont déjà découvert plein de trucs, etc. Du coup, voilà. Ils sont sûrs que les chiens peuvent retrouver des éléments que nous, humains, ne pouvons pas découvrir. Les chiens aboient, c'est qu'ils ont découvert quelque chose. Dès leur arrivée dans l'appartement, les résultats vont glacer. Les enquêteurs d'abord vont ramener le chien dans le placard de la chambre parentale, puis derrière le canapé du salon, et le chien détecteur de cadavres qui va aboyer. Et le chien entraîné à repérer le sang humain va réagir aussitôt en détection des traces infines. Tout ce que ça veut dire, c'est que les deux chiens ont ressenti les odeurs de cadavres et les odeurs de sang. Ramener les deux chiens à la villa où la famille loge. Et là, pareil, les chiens vont aboyer. Le chien qui détecte les odeurs de cadavres a aboyé devant un meuble où se trouve le doudou de la petite. L'inspecteur Amaral s'est dit, Kate emportant le corps de sa fille, avec le doudou sur elle, le doudou s'est imprégné de l'odeur du cadavre de la petite. Du coup, c'est pour ça que le chien aboie. Car les odeurs corporelles peuvent rester super longtemps sur les tissus. Dans le véhicule que la famille a loué, l'autre chien qui détecte le sang, a aboyé. Ça veut dire qu'il y a du sang dans la voiture. Ces deux alertes posent énormément de questions et évidemment les soupçonnent. Si Madeleine était bien morte, pourquoi des odeurs de traces apparaissaient-elles dans une voiture louée après sa disparition? La théorie du détective, c'est Madeleine serait morte accidentellement dans l'appartement après une overdose de sédatifs. Les parents, qui sont des médecins, auraient maquillé sa disparition en simulant un enlèvement. Le corps aurait dissimulé provisoirement dans un congélateur, dans un frigo, même dans un placard. Environ 25 jours plus tard, ils auraient été transportés ailleurs dans la Renault Scénic, louée par le couple. Ce qui expliquerait les alertes des chiens. Voilà la première hypothèse de ce qui s'est passé le soir du meurtre ou de l'enlèvement de la petite. Après, cette alerte des chiens, des échantillons vont être envoyés pour analyse. On retrouve bien des traces, mais elles ne sont pas concluantes. Dans la voiture, un prélèvement de fibres et de résidus biologiques dans le coffre qui était dans le coffre sous le tapis suscite énormément d'attention. Les premiers résultats seront rendus en été 2007. Les experts annoncent que 15 des 19 marquants d'ADN de l'échantillon retrouvé dans le Scénic correspondent à ceux de Madeleine. C'est une preuve comme quoi le corps a bien été transporté dans le véhicule. Mais le laboratoire va direct démentir ce fait-là. Ils vont dire que cette analyse-là n'est pas un 100% de Madeleine. Ça peut être au père, aux mères ou aux jumeaux. Je sais pas si vous savez, mais nous en tant qu'individu, en tant qu'humain, on a 50% d'ADN de notre mère et 50% d'ADN de notre père. Du coup, ça pourrait être le père, la mère ou les deux jumeaux, vraiment. Pour la police portugaise, c'est eux les coupables. Kate et Jerry passent officiellement au rang du suspect formel. Le couple, jusqu'à symbole des parents martyrisés, sont désormais le coupable manipulateur. Au Portugal, ils sont des menteurs, des criminels, tout ce que tu veux. Mais au Royaume-Uni, ils sont pas reconnus coupables au Royaume-Uni, c'est tout le contraire. L'opinion publique britannique les défend coûte que coûte. 4 mois après la disparition de la petite, la famille interrogée séparément par le PJ portugaise, les enquêteurs mettent surtout la pression et jugent que la preuve fragile c'est Kate, mais elle cède pas. Elle avoue pas que sa fille est morte accidentellement, rien. Ils vont même lui dire que si elle avoue, elle pourra bénéficier d'une peine de prison réduite. Elle dira qu'elle a le droit de garder le silence. Malheureusement, ça va aggraver les relations entre la PJ et eux. Elle sortira le 7 septembre 2007. Les époux sont officiellement placés sous le statut suspect comme Robert. Et à la même période, ils vont fouiller la voiture de Robert, mais ils vont rien trouver. Ils seront autorisés à retourner au Royaume-Uni afin que leurs jumeaux aient une vie plus normale.
Mais malheureusement, ça va pas se passer comme ça. Dès qu'ils vont arriver à l'aéroport en Angleterre, ils vont être envahis de journalistes, que ça soit quand ils vont sortir de l'aéroport ou même chez eux. La presse britannique vont switcher et ils vont s'acharner sur la famille. Il y aura des titres comme quoi ils auraient tué leur fille avec des somnifères, jeté son corps à la mer ou encore que Gary ne serait pas le père biologique de la fille. Le couple irlandais qui avait affirmé avoir vu vers 22h, le jour de la disparition, un homme porter une fillette endormie dans une rue. C'est l'un des deux principaux témoignages que la police a vraiment retenu, affirme avoir reconnu l'homme et que c'est le père Gary. Le fait d'avoir vu Gary porter un des jumeaux, ils se sont dit, c'est lui le meurtrier de Maddie, c'est lui. La famille sera critiquée partout, que ce soit les journalistes, les infos, Facebook, partout, sur les réseaux sociaux, partout. Ils vont être accusés des pires insultes. On va apprendre qu'ils ont utilisé une partie de l'argent collecté pour les recherches de leur fille pour régler 2 versements hypothécaires sur leur maison, au lieu de consacrer tout cet argent pour les recherches de leur fille. Ça a fait une polémique vraiment... Voilà. Le laboratoire génétique britannique publie enfin son rapport final concernant les échantillons prélevés dans l'appartement. Et la voiture de location affirme que les résultats d'ADN ne sont trop complexes pour permettre une interprétation claire. Les échantillons prélevés dans l'appartement et dans la voiture ressemblent au profil génétique de Madeleine, mais rien ne peut affirmer que certitude qu'il s'agit vraiment du sien. Cette information-là semblait constituer une preuve irréfutable de la culpabilité des parents. La responsabilité revient surtout à la police portugaise, ou du moins à la source anonyme au sein de la personne qui a fait fuiter ces résultats. Aussi, faut reconnaître qu'un petit rôle au laboratoire génétique britannique qui aurait utilisé une technique controverse, dit-elle fiable. Nombre de copies avec cette nouvelle soi-disant ADN de lorsque la police, les résultats, les chiens, c'est faux. Les chiens seraient trompés et que les parents ne sont pas coupables. Mais pour l'inspecteur, il estime que quelqu'un aurait manipulé les résultats du laboratoire britannique suggérant une falsification pour protéger la famille. Une accusation très grave mais impossible à confirmer. Les analyses ADN ont été faites en Angleterre, car au Portugal, au moment de cette disparition-là, la police ne disposait pas à l'époque de cette technique avancée alors qu'en Grande-Bretagne, si. Le laboratoire était très réputé pour les expertises. Début octobre 2007, l'inspecteur Amaral est finalement retiré de l'enquête sur la disparition de Madeleine en raison des tensions persistantes avec la famille. Il aurait même apparemment fait une fausse déclaration dans une affaire judiciaire au Portugal en 2009. Il serait reconnu coupable de parjure quelques mois plus tard en juillet 2008 et démissionne de la police pour faire un livre affirmant que la petite serait morte accidentellement dans l'appartement et que ses parents ont simulé un enlèvement pour camoufler le drame, intitulé Maddie Verdade d'Ad Mentir, qui veut dire Maddie la vérité du mensonge, et le livre va reconnaître un gros succès en librairie. Le 21 juillet 2008, les autorités judiciaires portugaises lèvent le statut du suspect à toutes les personnes impliquées. Du coup, Robert et la famille sont plus les premiers suspects de l'affaire. Cette décision repose sur l'absence de preuves, permet de lier la disparition de la petite. Par la suite, beaucoup de personnes injustement accusées feront une action en justice pour diffamer contre différents médias qui les avaient traînés dans la boue. Comme Robert, il obtiendra environ 60 000 livres à titre de dédommagement. La justice va classer l'affaire sans suite. Et la publication du livre d'Amaral et la famille entament une procédure en diffamation contre lui et son éditeur, visant même à le faire interdire. La bataille judiciaire durera plusieurs années et en 2015, il remportera le succès et obtiendront 100 000 € de dommages-intérêts. Il fera appel de cette décision. Jugement rendu en 2016 qui cassait la condamnation pour diffamation au nom de la liberté d'expression a conduit la famille à faire appel, mais leur demande a été rejetée en 2018. Que l'affaire en 2008 n'avait pas autant innocenté les parents, du coup,
la publication du livre est totalement juste. Voilà. Grâce au fonds de Madeleine, il recrute des détectives privés en bénéficiant également de l'aide financière des bienfaiteurs anonymes et d'un milliardaire britannique brillant Keddy. Plusieurs agences d'investigation sont engagées comme Metodo 3, une société espagnole, ou Oakley International, une agence américaine. Des centaines de milliers de livres sterling sont déposés pour ces investigations, parfois jusqu'au Maroc, mais ne produisent aucun résultat. Des personnes estiment même qu'une partie de l'argent était mal utilisée, car certains enquêteurs privés étaient juste des arnaqueurs. En 2011, un nouveau espoir, Scotland Yard, annonce qu'il va traiter la disparition comme un acte criminel commis par un étranger, très probablement un enlèvement ou un cambriolage ayant mal tourné. En effet, au moment de la disparition, le quartier avait beaucoup de cambriolages et les malfaiteurs entraient par la fenêtre. Comme par hasard, c'est la même chose qui s'est passé avec la petite fille. Un homme blond aurait également été aperçu en train de rôder autour de l'appartement, loué par la famille. Et en 2012, une image générée par un ordinateur montre à quoi Maddie ressemblerait à 9 ans. Et elle a été rendue publique. Les autorités portugaises annoncent qu'ils vont rouvrir l'affaire et qu'ils vont travailler parallèlement avec Scotland Yard, qui poursuit des nouvelles pistes en 2013. Les inspecteurs britanniques déclarent avoir identifié 41 suspects potentiels en diffusant sur la BBC des images compositées générées par l'ordinateur du suspect aperçu par les époux Smith. Selon Scotland Yard, le témoignage vers 22h est la plus crédible. Pour eux, c'est un enlèvement. Quelqu'un a bien enlevé Maddie. Même si le portrait ressemble à Jerry, la famille et ses amis affirment qu'il était bien avec eux à 22h au moment de la disparition de la petite. Une théorie, en gros, que les deux portraits qui ont été publiés ressemblaient à deux hommes. C'est John et Tony Poseda. C'est un homme politique. Un des deux était un homme politique. Il était membre du Parti démocrate. John Poseda a notamment été directeur de la campagne d'Hillary Clinton. Les autorités ont dit que les deux portraits des hommes sont les mêmes hommes. C'est pas deux hommes différents. Pourquoi les gens ont dit ça? Parce qu'en fait, les deux hommes ont séjourné pareil à Toulouse au même moment de la disparition de la petite. Bref, cette analyse, c'est juste une théorie. Mais pour Clément Fraude, la police a dit qu'il se trouvait en Grande-Bretagne et non au Portugal au moment des faits. Mais Clément a écrit une lettre à la famille en leur disant qu'ils les soutiennent, etc. Et les a même invités à manger un risotto au poulet et aux champignons. Il y avait une maison dans la même ville en fait. Mais la famille a dit que le dîner s'est bien passé, qu'ils l'ont pas trouvé bizarre, etc. Ils se sont même revus après, ils ont gardé contact. Ils diront qu'ils étaient au courant de rien parce que oui, monsieur est décédé. Et quelques années après, il y a des femmes qui l'ont accusé de agression sexuelle, de viol, etc. Et ils diront qu'ils étaient au courant de rien et qu'ils expriment leur horreur en découvrant les accusations visant Clément. Il y a aussi une possibilité, c'est un enlèvement dans le cadre d'un réseau international de trafiquants d'enfants. La police britannique a reçu des informations sur lesquelles Madeleine aurait été enlevée au Portugal pour un réseau belge-néerlandais. Selon cette hypothèse, Maddie aurait été enlevée et emmenée en Belgique et aurait également été aperçue aux Pays-Bas, en Amsterdam. Une employée qui habite aux Pays-Bas, Amsterdam, affirme qu'elle a bien vu la petite et que la petite aurait dit kidnappée en vacances et prétend qu'elle s'appelle Maddie. L'enfant était accompagné d'un homme qui parlait portugais et d'une femme qui parlait anglais, ainsi que deux enfants. Maddie aurait pu être dans un réseau de trafic d'enfants international. Genre en gros, quelqu'un a acheté la petite et c'est pour ça que les jumeaux ne se sont pas fait aussi enlever parce que la personne voulait que la petite. C'est son job de kidnapper la petite. Que quelqu'un l'avait achetée. Mais malheureusement, c'est une piste comme les autres. Il n'y a pas de preuves. Du coup, ça s'arrête là. Mais
Mais un autre suspect va apparaître. C'est un homme qui s'appelle Christian Burkner, un Allemand de 46 ans, suspecté depuis environ 2022 par les autorités portugaises. Il est actuellement incarcéré à Oldenburg en Allemagne pour un viol en 2005 au Portugal. Il purge une peine de 7 ans. Oui, un viol vaut que 7 ans de prison. Il a même été impliqué sur d'autres agressions sexuelles de d'autres femmes et d'autres enfants. Du coup, le mec, il fait que 7 ans pour tout ça. Bref, la justice, voilà. On va se taire. Tous les faits qui ont été reprochés se sont tous faits au Portugal. Il habitait pendant plusieurs années dans la région d'Algarve et aussi à Praia da Luz, où Madeleine a disparu en 2000. Les fouilles ont été menées au Portugal pour tenter de retrouver le corps de Madeleine. Des recherches sont concentrées à berge de réservoir dans la commune de Slive, à une quarantaine de kilomètres. Mais rien du tout parce que cette personne-là affirme que c'est pas lui le meurtrier ou le kidnappeur ou tout ce que tu veux. Lui, il a avoué ses autres crimes, mais pour ce crime-là, il affirme qu'il a rien fait. Il y a aussi plusieurs femmes qui ont affirmé d'être Madeleine. La dernière en date, c'est une jeune polonaise nommée Julia Faustina Wandel en 2023, mais elle a des problèmes mentaux. Du coup, ces accusations ne sont pas fiables. Après la disparition de Madeleine, reste l'une des plus grands mystères criminels de notre époque. Des pistes familiaux aux réseaux sociaux internationaux, en passant par le suspect numéro 1, Christian Brunschner, aucune théorie n'a jamais pu être confirmée avec certitude. Cette affaire aura marqué les esprits par son ampleur médiatique. Ces polémiques et ces zones d'ombre vont au cœur du chaos. Il ne faut pas oublier une chose, une petite fille de 3 ans a disparu. Et ses proches n'ont jamais cessé de l'attendre. La vérité viendra-t-elle un jour? Impossible de le dire. Mais une certitude demeure. Tant que l'affaire n'est pas résolue, Madeleine McNair continuera de hanter l'opinion publique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez d'autres informations sur elle, il y a une série Netflix qui est sur Netflix. Voilà. C'est la disparition de Maddie McNair. Voilà, tout simplement. Allez la regarder, elle est super bien. Likez, partagez, abonnez-vous. N'oubliez pas de me suivre sur les autres réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine, tous les mercredis et dimanches sur ma chaîne. Bisous!